Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année. Et comme à mon habitude, qui dit première vidéo de l'année, dit top comics de l'année précédente. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter tout d'abord mes vœux les plus sincères. Je vous souhaite de la joie, de l'amour, la santé, l'argent et surtout de la réussite personnelle et professionnelle. Bon, trêve de bavardage, il est temps de passer aux comics que j'ai le plus aimé au cours de l'année 2024. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais rappeler un petit peu les règles, puisque il s'agit bien des comics que j'ai lus et adorés dans l'année 2024, comics et BD, mais pas forcément des comics qui sont sortis en 2024. Ça peut être des livres qui sont sortis antérieurement à l'année 2024. Bref, je vous propose de partir du côté de chez Comics Initiative pour ce top, puisqu'il y a 3 œuvres chez Comics Initiative que j'ai beaucoup aimées, dont une œuvre que je dois réhabiliter aussitôt, puisque l'année dernière, en tournant mon top comics 2023, j'ai totalement oublié de mettre Orphan. Orphan et les 5 bêtes, scénarisé, dessiné, colorisé par James Stockway, qui nous raconte l'histoire d'une jeune disciple, celle d'Orphan Mo, qui va suivre les recommandations de son maître et aller détruire les 5 anciens disciples ainsi que leurs pouvoirs démoniaques qui font trembler le pays. Une œuvre que j'ai adorée pour plusieurs raisons, mais à savoir que James Stockway, il a quelque chose d'unique dans le paysage du comics, et notamment son style graphique, bien évidemment. Il arrive à tirer le meilleur parti du comics, de la BD franco-belge et du manga pour en faire des œuvres uniques. Regardez-moi cette planche absolument sublime. Une œuvre absolument incroyable que j'ai beaucoup aimée, très dynamique, très rythmée, qui s'inspire des meilleurs films de Kung-Fu, honnêtement. C'est un pur délire visuel, cette œuvre. Et James Stockway, c'est pas la première fois que vous en entendez parler, parce que il me semble que dans un précédent Top Comics, j'avais mis notamment The Godzilla, The Elf Century War, que j'avais adoré aussi, et qui était tout aussi unique par son trait. Alors, James Stockway, il arrive à faire des monstruosités que moi j'adore. Regardez cette monstruosité qui me fait penser à un Souls-like, typiquement. Ça me fait penser à du Elden Ring. Enfin voilà, c'est très très beau. On arrive à nous raconter une belle histoire, scénaristiquement qui tient la route, visuellement qui nous met des gifles, vraiment, et c'est absolument incroyable. Regardez-moi ça, comment c'est dingue graphiquement. Donc Orphan, il devait absolument être dans ce top comics, et d'une certaine manière, je vous prie de m'excuser de ne pas en avoir parlé dans le top comics de l'année précédente. Deuxième œuvre, du côté de chez Comics Initiative, là, on est peut-être sur le comics qui m'a fait le plus rire de toute ma vie, honnêtement. Alors, ce comics, ce n'est autre que Grizzly Shark, que j'ai acheté au FIBD l'année dernière. Très peu de pages, 15 €. Si on regarde le quantité-page, le prix, le rapport quantité-page-prix, on se dit que, surtout au niveau du temps de lecture, qui est quand même assez court, parce que ça se lit entre 20 et 25 minutes. Par contre, si on fait le rapport fou rire prix, je pense que c'est le meilleur rapport prix fou rire, très honnêtement. Grizzly Shark, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'un adolescent et de son père qui font du camping dans les bois et qui vont soudainement être attaqués par le Grizzly Shark. Voilà, c'est un requin qui rôde dans les bois. Scénaristiquement, c'est absolument fou, cette proposition. C'est très très drôle, c'est bourré d'humour, et ça défie les codes du style et du genre, je trouve, honnêtement. Et en même temps, au-delà de défier les codes, je trouve que ça reste totalement cohérent dans son scénario, puisque les rebondissements vont être cohérents avec ce qu'on nous raconte tout au long de l'histoire. Donc pour moi, Grizzly Shark, ça a été un véritable coup de cœur. Certes, c'est pas forcément graphiquement un délire visuel absolument fou, mais dans sa proposition qui est plutôt originale, dans ses dialogues très très drôles, vraiment, je ne peux que vous recommander Grizzly Shark. Et puis l'humour est assez fou. Quand on voit cette planche, où on a un jeune homme qui nous dit « Papa, faut que je pisse », alors que le mec, il a plus le bas du corps, et le père qui dit « Comment ?» et le gamin qui rigole, et le père qui se tape à fou rire avec son drôle. Non, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, Grizzly Shark, ça méritait d'être dans ce top. Honnêtement, j'ai adoré. Et si un jour, vous arrivez à le trouver d'occasion,
franchement foncez parce que c'est un titre que vous devez avoir absolument dans votre bibliothèque. Ça c'est un délire, vous pouvez le prêter à tous vos potes, vous pouvez le prêter à de la famille, vous pouvez le prêter à vos futurs enfants quand ils seront adolescents, c'est absolument top Grizzly Shark. La troisième et dernière œuvre du côté de chez Comics Initiative, c'est l'œuvre que je vous ai recommandé d'offrir à Noël, notamment leur dernière sortie, une œuvre beaucoup plus sombre puisque on est dans une œuvre qui tire ses codes du polar noir des années 30. Il s'agit de The Good Asian qui nous raconte l'histoire particulière d'Edison Arc, un détective sino-américain qui enquête notamment sur un incident particulier qui va nous plonger dans le Chinatown de San Francisco des années 30, 1936 exactement, et qui va nous plonger dans un contexte historique très particulier, très lourd, qui va opposer la communauté chinoise au contexte de l'interdiction de l'immigration des Chinois, qui vont être confrontés à des meurtres endémiques, à une police abusive, et du coup un ras-le-bol général forcément, et qui va placer notamment Edison Arc, ce détective, dans une position très balance, qui à la fois va avoir cette position de premier détective sino-américain, qui va travailler en coopération avec les forces de l'ordre américaines, qui connaît solidement sa communauté, qui peut apporter des choses à tout le monde, mais qui finalement est considéré comme un traître par sa communauté. Donc c'est un récit que j'ai personnellement beaucoup aimé, scénaristiquement très solide, honnêtement, qui peut-être parfois souffre de quelques lourdeurs du côté historique ou de l'exigence en tout cas que demande la lecture, mais ça reste un très bon comics, accentué par les dessins absolument magnifiques d'Alexandre Tefenkgi, que j'ai eu la chance et notamment d'interviewer sur cette chaîne il y a 2 ans déjà, et que je remercie encore une fois, qui fait un travail absolument magnifique et qui va notamment appuyer ce côté polar des années 30. Franchement, The Good Asian est un récit que je ne peux que vous recommander et qui en plus a été très bien fabriqué. Et ce petit mot, ça va me permettre de faire la transition vers la prochaine maison d'édition qui, elle aussi, fait de très beaux livres. Et je souhaitais remercier, au travers de ce Top Comics, ces 3 maisons d'édition que sont Comics Initiative, 404 graphiques maintenant, et le label 619, qui font des livres absolument magnifiques, hein, comme je vous l'ai montré avec Okae notamment, comme je vous montre avec The Good Asian, ou comme j'ai pu en parler en début d'année, je crois, avec 404 Comics, et notamment certains comics de 404, le dernier en date, il me semble, c'est Judas, qui sont tous de très beaux livres, de très beaux objets, faits par des amoureux des livres, et à des prix plutôt corrects, honnêtement. Donc merci pour ça, messieurs et dames, puisqu'il y a aussi des femmes qui travaillent dans l'édition, c'est important de le souligner. Merci de fabriquer, de proposer des livres qui sont si beaux. Moi je trouve que ça me touche personnellement, et ça me fait plaisir d'avoir des beaux bijoux comme celui-ci, avec voilà, un peu de dorure, ce dos toilé. Je trouve ça chouette en fait, juste trouve ça chouette, et je souhaitais le souligner dans cette vidéo. Du côté de chez 404 Comics, il n'y aura qu'un titre cette année, mais ce titre m'a énormément marqué au point d'être dans ce Top Comics. Il s'agit de Au-dedans, un récit très particulier qui va nous raconter l'histoire de Nick, un jeune illustrateur dont la vie aussi entre ses projets personnels et un travail alimentaire dans lequel il ne se retrouve pas forcément. Il va prendre place dans des cafés, comme vous pouvez le voir ici, et des bars à bière artisanale, conscient que quelque chose manque à sa vie, et ce quelque chose, eh bien, c'est tout simplement les autres, et la communication la plus intime, les moments les plus intimes qu'il pourrait avoir avec des gens. Nick, il va rencontrer des gens dans sa vie, et il va tenter de s'approcher d'eux, de se rapprocher d'eux, de communiquer avec eux, et le chemin va être douloureux, honnêtement. C'est un récit que j'ai adoré, sans aucune fioriture dans son scénario, dans ses dialogues, dans ses dessins. On ne passe pas par 4 chemins, honnêtement. On nous raconte une histoire absolument magnifique, dont certains moments sont absolument épiques. Je ne peux rien vous révéler pour ne pas vous spoiler, mais sachez que ce récit m'a transporté. C'était absolument génial, c'était fou, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'intimité dans ce récit. C'est un récit qui m'a personnellement touché de par ses thématiques, le
le fait que le monde change, qu'on soit introverti, qu'on ait du mal à communiquer avec les inconnus, mais pas que, avec notre famille aussi parfois, qu'on ne fasse pas toujours ce qu'on veut dans la vie et qu'on, malgré tout, qu'on a besoin d'un travail alimentaire, qu'on ne fasse pas tous un travail qui nous plaise. Mais je trouve que Au-dedans est un récit qui mérite d'être lu au moins une fois dans sa vie. Et peut-être qu'il vous touchera, ou au contraire, peut-être qu'il ne vous touchera absolument pas. Mais moi, c'est un récit qui fera partie de ma bibliothèque. Je vous propose de partir du côté de chez Urban Comics avec 2 œuvres cette fois qui rentrent dans ce top 2024. Le premier comic, je vous en ai parlé juste ici. Il s'agit d'un comics horrifique sorti en fin d'année qui est pour moi le premier tome d'une des nouvelles meilleures séries sur le marché du comics. Il s'agit de World Tree, scénarisé par James Tynion IV, dessiné par Fernando Blanco et aux couleurs Jordi Belair. Jordi Belair qui fait un travail magnifique, mais pas que. Un récit qui va nous raconter qu'en 99, Gabriel et ses amis vont découvrir l'Undernet, une architecture secrète sous l'interface d'Internet, qu'ils vont explorer et qu'ils vont enfermer sur un forum de leur création baptisé World Tree, dont ils vont sceller l'accès. Sauf qu'en 2024, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un ou quelque chose va accéder à World Tree, va le libérer et va diffuser des images hyper violentes tout simplement de World Tree pour créer une vague de tuerie de masse sans précédente qui va alors ravager les États-Unis et Gabriel et ses amis vont devoir se réunir et arrêter ce massacre. World Tree est un comics d'horreur qui reprend les codes de beaucoup de romans horrifiques comme les romans de Stephen King, comme ça par exemple notamment, avec cette construction de on a fait quelque chose il y a quelques années, cette chose est libérée, on croyait l'avoir arrêtée, elle est libérée. Et on réunit le groupe et on va tenter d'arrêter cette chose. Hein. Ce n'est ni plus ni moins que du ça ou que presque du Stranger Things d'une certaine manière. C'est ce que j'ai aussi adoré dans la construction du récit. Certes, pas très original pour le coup, mais qui fonctionne à merveille. Mais ce que j'ai surtout adoré avec ce récit, c'est ce qu'on nous raconte. On va nous raconter, oui, les dangers de l'Undernet, qui ressemble ni plus ni moins à notre monde, hein, qui s'en approche très très fortement en tout cas. Un récit qui va nous parler de manipulation, d'images hyper violentes, de ce qu'on peut faire sur les réseaux. Pas que, on va nous parler aussi de l'identité au travers de notre existence. Voilà, est-ce que nous sommes une existence sur Internet ou est-ce que nous ne sommes pas une entité sur Internet? Et puis surtout ce que fait James Tynion IV, à savoir qu'il existe un site internet, worldtree.net, sur lequel vous pouvez vous amuser à trouver les mots de passe qui sont disséminés dans ce comics et qui vont vous donner des informations supplémentaires, ce que je trouve absolument incroyable. Au-delà du scénario, au-delà de tout ça, les dessins sont très très jolis. Honnêtement, j'adore les dessins de Fernando Blanco, j'adore les couleurs de Jordi Belair. On a un côté très particulier qui va beaucoup vous rappeler la Matrice, avec ce vert qui nous rappelle, oui franchement Matrice, hein, on va pas se mentir, mais pas que, enfin les couleurs sont très cohérentes à tout ce qu'on peut lire dans ce récit. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le scénario, j'ai adoré les dessins qui sont pas non plus extraordinaires, mais vous savez, vous connaissez mon amour pour The Department of Truth, franchement, ceux qui n'aiment pas Department of Truth diront que ces dessins sont largement plus jolis, honnêtement. Mais je vous interdis de dire ça. Bref, un récit que j'ai beaucoup aimé, que je mets dans mon top comics, et soyez sûr que je vous parlerai du tome 2 prochainement. On va enchaîner tout de suite avec le deuxième récit du côté de chez Urban, un récit que j'ai acheté au FIBD l'année dernière, à croire que les FIBD me réussissent plutôt bien, honnêtement, puisqu'il s'agit de Do a Power Bomb, un récit de Daniel Warren Johnson notamment, qui nous raconte l'histoire d'une catcheuse qui va mourir sur le ring, et qui bien va laisser une petite fille qui va vouloir prendre une revanche sur la vie, une quête de vengeance d'une certaine manière, une petite fille qui va vouloir devenir catcheuse, dont le père est en désaccord total avec ça, puisque il a très mal vécu forcément l'accident de sa femme, et cette petite justement va lui proposer notamment un pacte très particulier, celui d'aller faire un tournoi de catch dans un autre monde. Et ce tournoi de catch, si elle le gagne, il lui permettra de réaliser tous ses souhaits, à savoir celui de ramener sa mère. C'est un récit que j'ai adoré. D'une part parce que ça nous parle de catch, ça c'est la première chose. Et j'en ai parlé avec le copain Wayne Comics qui m'a dit qu'en fait, quand on est très fan de catch, on y voit beaucoup de références au catch. Ce qu'il me disait notamment, c'est ce qu'on voyait sur cette
première page à la télé. Hein. Les gens reconnaîtront cette référence. Moi, je ne l'ai pas du tout pour le coup. Il y a beaucoup de références sur le catch. Le scénario est absolument incroyable. C'est très très rare d'avoir un comics qui nous parle de sport, déjà d'une part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que scénaristiquement, je trouve que c'est très original. J'aime beaucoup, moi, le style graphique de Daniel Bryan Johnson. Et ici, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. C'est déjanté graphiquement, c'est fou scénaristiquement. Et malgré tout, les thématiques sont absolument incroyables, puisqu'encore une fois, vous le savez, mais tout ce qui va parler, toucher à la famille, moi, c'est quelque chose qui me touche de façon générale. Et si le scénario est bien écrit et si les dessins sont cohérents, voilà, ça match. On va partir du côté de chez Delcourt cette fois pour 3 comics, 3 titres, dont le premier, je vous ai parlé juste ici, une découverte en PDF que j'ai adoré et sur lequel ensuite je suis allé à l'achat en librairie, Lord Baltimore, intégrale volume 1 qui sera en 2 intégrales au prix de 49 €. Un volume certes un petit peu cher pour les porte-monnaies les moins fournis, je l'entends et je le comprends, mais absolument magnifique, qui va nous raconter l'histoire d'un fléau qui menace l'être humain. Et finalement, ce soldat, Lord Henry Baltimore, rescapé des tranchées, qui va être victime d'une invasion de vampires qu'il va croiser une nuit en France, et qui va devenir chasseur de vampires, et qui va croiser les monstruosités les plus infâmes sur sa route. Mais pas que, je vous en dis pas trop pour ne pas vous spoiler. J'ai adoré l'histoire de ce personnage très antipathique. On est vraiment sur le personnage très balance entre le héros et l'anti-héros, honnêtement, de par sa personnalité, de par le fait que finalement, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, ça se passe pas forcément bien, même ceux qui souhaiteraient l'accompagner, etc. On va comprendre plus tard pourquoi, et c'est très intéressant de le savoir. Moi, j'ai adoré cette histoire qui, finalement, nous livre un futur dystopique d'une certaine manière, puisque la Première Guerre mondiale va être stoppée net, il va se passer autre chose, le monde est changeant, les gens sont changeants, les mentalités sont changeantes, les dessins de Ben Stenbeck et de Christopher Golden sont absolument fabuleux, vraiment. J'ai adoré, c'est très sombre, c'est plutôt original, honnêtement, dans sa... pas dans sa construction, mais dans ce que ça nous raconte. Et je ne peux que vous recommander ce récit, vraiment, qui est un véritable coup de cœur. Et je pense vous parler prochainement du volume 2. Ouais. Toujours chez Delcourt, avec ce comics du même scénariste, un personnage, un anti-héros également. Il s'agit de l'édition spéciale Hellboy 30 ans. Vous le savez, un ami m'avait prêté le tome à sa sortie. Eh bien, j'ai tout simplement décidé de l'acheter derrière parce que j'ai très envie, honnêtement, de continuer Hellboy. Je me suis beaucoup posé de questions sur le format, format qu'allait intégrer ma bibliothèque, à savoir les tomes simples ou l'édition Deluxe ++, qui est très très belle mais certes très chère. Je pense que j'irai sur les tomes simples et je vais garder quand même ce beau bébé qui est absolument magnifique, dans lequel est contenu Les Germes de la Destruction, le premier tome, ainsi que de nombreuses petites histoires qui vont nous permettre d'appréhender au mieux l'univers d'Hellboy. C'est une belle porte d'entrée pour Hellboy. J'ai adoré cet univers, quelque peu différent quand même de Lord de Baltimore, puisque cette fois on a... un vrai hommage à H.P. Lovecraft au travers de Hellboy. Mais c'est un récit que j'ai beaucoup aimé parce que d'une certaine manière on nous parle d'un monstre, d'une monstruosité, d'une créature démoniaque qui peut-être va être la plus humaine de toutes les... Enfin, ça va être le personnage le plus humain finalement de tout le récit, et qui va s'amuser à chasser le paranormal. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment très original pour le coup. C'est que on va chasser le paranormal, on va chasser des fantômes, on va chasser des choses, des monstres, on va croiser des monstres, c'est absolument incroyable. L'ambiance est totalement folle, c'est très riche, que ce soit dans la construction de son univers, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans les différentes thématiques. Et ouais, je vais continuer Hellboy. Très clairement, je vais continuer Hellboy. Et je vous en parlerai de façon un peu plus large sur la chaîne, je pense. Mais j'ai kiffé, ouais. On a parlé polar au début de cette vidéo, du côté de chez Comics Initiative. Laissez-moi vous parler polar du côté de chez Delcourt, cette fois, avec un récit du duo d'Ed Brubaker et de Sean Phillips. Un duo que j'avais découvert notamment sur Night Fever, il me semble, dont j'avais parlé avec Thierry Mornay l'année dernière lors de mon interview, et qui lui-même
Avouez que c'était pas le meilleur récit du duo, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé Là où gisait le corps, qui est sorti je crois cette année. Un récit qui va nous raconter l'histoire d'un petit quartier qui va être composé notamment de 9 personnalités. Personnalités qui vont être liées au travers de une ou plusieurs histoires d'amour et de meurtres survenus dans leur banlieue. Et on va avoir des personnages très différents dans leur psychologie et dans leur chara-design, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On va voir une pension pleine de junkies, une femme au foyer délaissée, une jeune fille qui se prend pour une super-héroïne, un flic qui veut juste qu'on le laisse tranquille, un détective privé à la recherche d'une fugueuse. Bref, tous ces destins vont être liés, vont se croiser et vont s'entrechoquer le temps d'un été. Je ne peux que vous recommander ce polar au ton des polars des années 70-80. On peut également penser à Desperate Housewives quand on pense de Là où gisait le corps. Mais c'est vraiment un très très bon récit, honnêtement, que j'ai particulièrement aimé, de par sa construction scénaristique, mais aussi de par la construction des personnages, de leur psychologie. Et puis moi j'aime beaucoup les dessins de Sean Phillips, honnêtement, qui sont très jolis. Je vais continuer à poursuivre ma petite quête de découverte du duo, dès que je le pourrai, dès qu'une occasion se présentera, sûrement autour de Criminal, parce que c'est un duo qui m'intrigue, et puis c'est tellement survendu par certaines personnes, notamment Lena, que vous allez retrouver sur la chaîne de Jules et Nico, sur sa propre chaîne, le Nain Live aussi, que je vous conseille bien évidemment, et puis qui fait partie du collectif Manga Saucisse que vous pouvez retrouver juste ici. Oh bordel, j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai encore oublié de vous parler d'une œuvre. En même temps, ce Top Comics, il est bien fourni, on va pas se mentir. Du coup, je n'ai même pas le livre en main, il est dans ma chambre, mais je vous ai quand même sorti l'ex libris qui le concerne. Il s'agit de l'intégrale de Jim Hawkins, sorti chez Ankama, que j'ai découvert en début d'année dernière et que j'avais adoré, qui est une réinterprétation de L'île au trésor, mais avec des personnages anthropomorphiques. Un récit qui m'a fait voyager, qui a réussi à transposer l'œuvre originale dans un univers animalier et qui arrive pour le coup à être suffisamment rafraîchissant et original pour être dans cette vidéo. Vraiment, allez-y, parce que si vous aimez voyager, si vous aimez être transporté, c'est une œuvre qui, je pense, vous plaira énormément. Bon, je vous propose de finir ce Top Comics du côté de chez Glénat, cette fois avec Friday. Friday qui va nous raconter l'histoire de Friday Fitzhugh qui revient à King Hills pour Noël et qui a grandi dans cette ville, qui s'apprête à retrouver son meilleur ami, mais pas pour des retrouvailles les plus heureuses, puisqu'ils vont partir sur une enquête avec Lancel Jones, le prodige local mal aimé de tous. Et il faut savoir que Friday et Lancelot, ils sont connus et reconnus pour enquêter sur des choses très paranormales. Friday, c'est à mi-chemin entre Stranger Things et Stephen King. On est aussi sur un espèce de polar, mais avec un côté beaucoup plus fantastique finalement. C'est du Ed Brubaker également, mais au dessin cette fois c'est du Marco Martins. Le 3e tome est sorti l'année dernière. C'est un récit que j'ai personnellement beaucoup aimé, qui m'a transporté aux rebondissements les plus... pas les plus étranges, mais les plus surprenants, honnêtement. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce récit prenne une telle direction. C'est quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde de par ses dessins, notamment, qui pourraient rebuter. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, puisque ça va nous parler de monstres, de créatures maléfiques qui hantent les bois. Et moi, j'aime beaucoup vraiment le côté à la fois issu de Stephen King, de Stranger Things, pourquoi pas de SOS Fantôme aussi un petit peu, avec des planches absolument sublimes. Un récit que j'ai adoré, vraiment, et c'est le récit qui va conclure cette vidéo Top Comics. Une vidéo particulièrement longue pour une année 2024 extraordinaire en termes de lecture, honnêtement. Et encore, sachez que je me suis contenu parce que dans ce Top Comics, je voulais rentrer encore d'autres œuvres, mais je savais que la vidéo allait être beaucoup trop longue. Mais en tout cas, l'année 2024 a été un excellent cru en termes de lecture, a été un excellent cru en termes d'objets livres également, je trouve. Je remercie tous les éditeurs qui participent à cela, et j'espère que 2025 va nous réserver autant de belles surprises que l'année 2024 a pu me surprendre dans les lectures. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top comics 2024, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ça m'intéresse, c'est important. Peut-être que j'ai encore loupé un truc et peut-être que l'année prochaine, je ferai encore un mea culpa en réintégrant un autre tome. Qui sait, ça m'arrive, hein. On fait tous des erreurs, surtout quand les vidéos ne sont pas forcément préparées. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de week-end. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, de grands comics et de grandes BD impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!